Bonjour tout le monde, bienvenue sur les ondes du Go Sport. Vous écoutez notre 56e podcast. Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais faire un survol de la série mondiale qui a été disputée entre les Rays de Tampa Bay et les Dodgers de Los Angeles. On a effectivement eu droit à une très bonne série mondiale entre les deux équipes, mais avant de parler justement de la grande série, on n'a pas le choix de revenir aux séries de championnat. Au moment où on a enregistré notre dernier podcast, on était en plein cœur des séries de championnat. Les Rays de Tampa Bay avaient pris les devants, on le rappelle, par la marque de 3-0 dans la série face aux Astros de Houston, qui eux avaient triché en 2017. Ce qui faisait en sorte que la planète baseball souhaitait voir les Astros être défaits par les Rays. Ça a été le cas. Malgré une avance de 3-0 là, du côté des Rays de Tampa Bay durant la série, les Astros de Houston ont semé le doute en forçant la tenue d'un 7e match, en remportant évidemment le match numéro 4, 5 et 6. Lors du 7e match, on a eu droit à une brillante performance sur le monticule de la part de Charlie Morton, qui d'ailleurs a établi un record pour le plus grand nombre de matchs numéro 7 gagnés dans l'histoire du baseball pour un lanceur partant. Charlie Morton a vraiment le don là, de performer lors des moments opportuns, et ça a été le cas évidemment lors du match numéro 7 face aux Astros de Houston. Il a été important là, justement dans la victoire qui a mené les Rays de Tampa Bay à la série mondiale. Du côté des Dodgers de Los Angeles, dans la série de championnat, mais dans la Ligue nationale, ça a été tout le contraire. On a dû revenir de l'arrière, contrairement justement aux Rays de Tampa Bay. On perdait 3-1 dans la série face aux Braves d'Atlanta, qui ont de très bons joueurs, là. Freddie Freeman a d'ailleurs remporté là, le titre du bâton d'argent cette année du côté des Braves d'Atlanta au premier but. Donc, je l'ai mentionné, Freddie Freeman, Marcell Ozuna, Ronald Acuna Jr., bref, de gros joueurs là, du côté des Braves d'Atlanta. Ils avaient les devants 3-1 dans la série. Du côté des Dodgers, évidemment, on a de gros canons aussi. J'en ai parlé dans le dernier podcast, mais quand même, Corey Seager a connu d'excellentes séries éliminatoires. On a évidemment un bon personnel de lanceurs avec Clayton Kershaw, Walker Buehler. On a Dustin May qui a connu quelques difficultés en série, mais tout de même, il a été en mesure là, de faire le travail. Évidemment, à l'attaque, on a aussi Justin Turner, Cody Bellinger, Mookie Betts, qui a particulièrement fait la différence au champ extérieur avec son gant durant les séries. Donc, évidemment, du côté des Dodgers, on avait quand même une très bonne équipe, une équipe difficile à battre. Et puis, ils ont montré ce dont il était capable de faire là, en remportant les 3 derniers matchs de la série pour réaliser la remontée. Ils ont remporté justement la série de championnat par la marque de 4-3. Donc, on a eu droit à 2 matchs numéro 7 dans les séries de championnat. Du côté des Rays de Tampa Bay, on a été en mesure de contrer les Astros de Houston qui avaient tout le momentum. Et du côté des Dodgers des Dodgers de Los Angeles, ça a été tout le contraire. On a effectué la remontée pour se retrouver en série mondiale. On a eu droit, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, à une très bonne série mondiale entre les deux équipes. Évidemment, les Dodgers de Los Angeles, c'est une équipe qui a beaucoup d'expérience. On n'avait pas été en mesure de remporter la série mondiale dans les dernières années, mais tout de même, on participait à notre 3e série mondiale en 4 ans. Du côté des Rays de Tampa Bay, c'est une formation très inexpérimentée en série. Et ils ont surpris là, face aux Dodgers de Los Angeles. Renaud avait fait la comparaison, si je ne me trompe pas, entre David et Goliath. Évidemment, Goliath étant les Dodgers de Los Angeles, David étant les Rays de Tampa Bay. J'avais aussi mentionné que les Rays de Tampa Bay avaient très peu, un petit budget là, du côté des joueurs. On est 29e ou 28e si je ne me trompe pas là, en termes de budget pour les joueurs. Je pense qu'on tourne aux alentours des 29 millions de dollars pour payer tous les joueurs dans notre uniforme. Pour vous donner une idée, Mike Trout, qui est le meilleur joueur de baseball au monde, lui, il empoche plus de 30 millions de dollars par saison, là, aux alentours de 34 millions de dollars. Donc, Mike Trout est mieux payé que tous les joueurs des Rays de Tampa Bay. Les Rays de Tampa Bay ont tout de même participé à la série mondiale. Par contre, évidemment, du côté des Dodgers, beaucoup plus de joueurs vedettes, et ça a fait la différence durant la série. Donc, dans le premier match, les Dodgers ont commencé en force. Une victoire par la marque de 8-3. C'est évidemment une bonne performance de la part des lanceurs du côté des Dodgers, et on a limité les Rays à 3 points. Évidemment, ça nous a permis d'aller chercher la victoire. Le match numéro 2, on a eu droit à une très bonne sortie de la part de Blake Snell. Les Rays de Tampa Bay l'ont emporté par la marque de 6-4.
Au moment où on a retiré Snell là, justement du match, dans l'enclos des releveurs, on a connu quelques difficultés durant les séries. Je pense notamment à Anderson du côté des Rays. On va en parler un petit peu plus tard dans le podcast, mais bon, on a envoyé Anderson, on a envoyé plusieurs releveurs qui ont finalement été en mesure là, assurer la victoire des Rays de Tampa Bay, mais ça n'a pas été facile. Là, je pense qu'au moment où Rays a été retiré de la partie, ou en fait, Rays était Blake Snell, au moment où Blake Snell a été enlevé du match, les Rays de Tampa Bay avaient une confortable avance là, face aux Dodgers. Si je me trompe pas, c'était aux alentours de 5-1. Et puis, les Dodgers ont tenté de revenir dans le match. Malheureusement, ils n'ont pas été en mesure d'aller chercher la victoire. Le match numéro 3 a été un très bon match, encore une fois, du côté des Dodgers. Les lanceurs ont fait le travail. Une victoire par la marque de 6-2. Le match numéro 4 a été, selon moi, le meilleur match de la série. Évidemment, les Rays de Tampa Bay sont allés chercher le match. Une victoire à l'arraché. On perdait par 1 point. En 9e manche, on l'a envoyé avec un coureur en position de marquer, Brett Phillips, qui avait pas récolté un coup sûr depuis presque 1 mois. Il fait partie de la formation, mais seulement là pour venir en aide à la défensive en fin de partie ou encore pour courir les buts parce qu'évidemment c'est un très bon coureur sur les sentiers. Mais là on n'a plus d'options. On n'a pas le choix d'envoyer Phillips qui frappe en bas de 200 en termes de moyenne. On n'a pas le choix de l'envoyer au bâton. On a besoin qu'il récolte le coup sûr le plus important de sa vie et il est évidemment en mesure d'aller chercher ce gros coup sûr. 1 point vient marquer. Il est dans le champ centre. Taylor a une erreur et que fait une erreur. On n'est pas en mesure de saisir la balle comme il faut au champ centre. Donc, on décide d'envoyer Randy Arozarena au marbre. Il trébuche en se rendant au marbre entre le 3e et le marbre. Et on relaie la balle au receveur Smith. Smith échappe la balle, ce qui permet à Arozarena d'inscrire un point. Ça a été une fin de match extraordinaire. Le match numéro 4, une grosse victoire du côté des Rays. Et puis, c'est important de mentionner, évidemment, vous pouvez le déduire, mais il y a une grosse différence entre une avance de 3-1 dans la série ou une égalité par la marque de 2-2. Donc, une grosse victoire du côté des Rays qui se sont assurés de ne pas faire face à l'élimination pour le match numéro 5. Le match numéro 5, ça a été un très bon match. Les Dodgers l'ont emporté par la marque de 4-2. On voit vraiment que, lorsque les Dodgers l'emportent, on a une très bonne performance de la part de nos lanceurs. Je pense que ça a été ça la clé. Évidemment, on va parler un petit peu plus tard là, des joueurs qui ont fait une grande différence. Au bâton, évidemment, Corey Seager, Jock Peterson ont connu de très bonnes séries mondiales aussi. Et puis, on a été en mesure d'aller chercher le 5e match. Le match numéro 6, ça a été un très bon match. Les Rays ont pris les devants quand même assez tôt dans le match. Ils menaient 1-0. Et puis, les Dodgers de Los Angeles sont revenus dans le match. C'était encore une fois Blake Snell là, qui était au monticule, tout comme dans le match numéro 2. Il a connu de très bonnes séries. Une très bonne série mondiale aussi. Donc, une grosse performance lors du match numéro 2. Et puis, lors du match numéro 6, il venait d'accorder son 2e coup sûr du match. Ça allait super bien. Kevin Cash, le gérant des Rays, a décidé justement de le sortir de la mêlée. On a décidé d'envoyer Anderson qui a connu des difficultés en série mondiale. Donc, on avait un coureur au premier but à ce moment-là. Il a accordé un double. Donc, il y avait un coureur au 3e but et au 2e but avec seulement un retrait. Une balle échappée. Par la suite, un roulant au premier but fait en sorte que Mookie Betts, qui était au 3e but, se retrouve au marbre, inscrit un point. Ça a fait en sorte que les Dodgers ont pris les devants 2-1. Mookie Betts a claqué un circuit en solo aussi en fin de match pour assurer la victoire des siens. Les Dodgers de Los Angeles l'ont emporté en 6 et la décision de Kevin Cash de retirer Blake Snell de la mêlée a fait beaucoup jaser. Je pense pas que ça a été une bonne décision, surtout que Blake Snell était vraiment en pleine possession de ses moyens. On a décidé d'envoyer un releveur qui avait des difficultés. Kevin Cash a utilisé l'argument, évidemment, Snell allait affronter pour une 3e fois le haut de l'alignement des Dodgers. Donc, selon lui, après une 3e fois, les lanceurs les frappeurs allaient, évidemment, reconnaître un petit peu mieux les lancers de Blake Snell. Il a décidé de ne pas prendre de chance et de le retirer du match, mais ça a été une mauvaise décision. Et puis, Anderson là, a permis aux Dodgers là, d'aller chercher la victoire. Je pense que Blake Snell, on aurait pu garder Blake Snell encore quelques manches là,
dans le match et dans la mêlée parce que je pense qu'il avait à ce moment-là en bas de 80 lancés d'effectuer. Évidemment, il était encore très possible pour lui d'aller chercher une ou deux manches de plus qui auraient fait toute la différence. Donc, les Dodgers l'ont emporté finalement en 6 matchs. Ils ont remporté la Série mondiale. Et ça fait du bien de voir ça parce qu'évidemment, on le rappelle, en 2017, ils avaient perdu face aux Astros. Les Astros avaient triché en utilisant une caméra pour décoder les signaux des Dodgers et des équipes adverses tout au long de l'année. Donc, évidemment, ça a été difficile pour les Dodgers à ce moment-là. Donc, une défaite en 2017 contre les Astros qui avaient triché. En 2018, une défaite face aux Red Sox de Boston, encore une fois en Série mondiale. En 2019, une défaite dans la série de division face aux Nationals qui ont remporté la Série mondiale. Donc là, ça faisait plusieurs années que les Dodgers étaient compétitifs. Ils ont finalement été en mesure justement d'aller chercher la victoire face aux Rays de Tampa Bay. Tout de même, une grosse performance de la part des Rays de Tampa Bay qui, je le rappelle, mettent peu d'argent en fait pour payer leurs joueurs. On n'a pas beaucoup de joueurs vedettes, mais chacun des joueurs a vraiment fait le travail qu'il devait faire et ça a été une très bonne saison du côté des Rays. Évidemment, on peut quand même se douter que l'avenir est très prometteur pour les Rays de Tampa Bay qui, malgré le peu de budget et le peu d'argent qui est mis envers le salaire des joueurs, ont réussi tout de même à performer de façon extraordinaire et d'être la meilleure équipe dans la Ligue américaine au baseball. On a éliminé les Yankees de New York qui, eux dépensent de l'argent à profusion. Et puis, on voit que nécessairement, ce n'est pas nécessairement l'argent qui fait la différence. On a besoin de performer sur le terrain. Du côté des Rays de Tampa Bay, les joueurs ont performé sur le terrain comme on n'aurait pas pu imaginer. Ça a été, très beau à voir du côté des Rays. Et j'aimerais reparler un petit peu, justement, des performances du côté des joueurs qui ont fait toute la différence. On sait que Corey Seager a été nommé le MVP, le joueur le plus utile à son équipe en Série mondiale, mais aussi en série, dans le fait, tout son parcours en série l'a dominé. Donc, Corey Seager, une moyenne de 328 en série, mais près de 400 en série mondiale, si je ne m'abuse. Jock Peterson aussi a fait du très bon travail. Mookie Betts, je l'ai mentionné un petit peu plus tôt, mais défensivement, il a vraiment réalisé de gros jeux au champ droit. Il a volé un circuit, d'ailleurs, lors du match numéro 7 face aux Braves. Puis il a été en mesure de vraiment guider les siens vers la victoire. Au bâton, il a fait du bon travail aussi. Du côté des Rays, on n'a pas le choix de penser à Randy Arozarena qui a établi un record pour le plus grand nombre de circuits frappés en une participation en séries éliminatoires. Randy Arozarena qui en a frappé 10 pour un record. Il a tout simplement été phénoménal. Lui aussi, il a remporté le titre du joueur le plus utile à son équipe dans la Ligue américaine des séries. Parce que c'est important de savoir, il y a deux titres du joueur le plus utile qui sont nommés. Donc, on a le premier tout juste avant la série mondiale, donc pour la série de championnat et la série de division, la série de championnat. Et par la suite, pour la série mondiale, Corey Seager est allé chercher les deux. Et du côté de Randy Arozarena, comme évidemment, les Rays de Tampa Bay n'ont pas remporté la série mondiale, c'est un petit peu plus difficile pour lui d'aller chercher ce titre-là. Quoique c'est déjà arrivé, mais quand même, Corey Seager a fait du bon travail. Mais Randy Arozarena a frappé 377 en séries éliminatoires. C'est, selon moi, les meilleures séries pour une recrue dans toute l'histoire du baseball. Derek Jeter avait fait du bon travail, mais Randy Arozarena a vraiment rehaussé les standards. Quel travail de la part justement du jeune joueur des Rays de Tampa Bay. Donc, on a aussi Manuel Margot qui a fait du bon travail. Ji-Man Choi, j'aime beaucoup Ji-Man Choi au premier but, qui avec son gant, a vraiment fait une différence au premier but, en étant en mesure d'aller chercher des balles qui faisaient des bonds au sol. Évidemment, de capter les balles, frapper vraiment de très bonne façon en série. Et puis, je pense que du côté des Rays de Tampa Bay, je l'ai dit un petit peu plus tôt, mais l'avenir est très prometteur. Mais tout de même, les Dodgers de Los Angeles est un petit peu trop fort cette année. Ça va être intéressant de voir. Le contrat de Mookie Betts est à échéance cette année. Donc, lors de la saison morte, il sera agent libre. Est-ce qu'il va décider de rester avec les Dodgers ou va-t-il décider de, évidemment, signer avec une autre équipe? Ça va être intéressant de voir. Peut-être que les Dodgers vont s'affaiblir un petit peu cette saison morte parce qu'il y a plusieurs joueurs à signer. Ça va être intéressant de voir s'ils vont être en mesure de ramener justement tous ces éléments clés pour aller à la conquête d'un deuxième championnat de suite. Et c'est ce qui va conclure la vidéo. Donc, j'espère que vous l'avez apprécié.
Si oui, ne vous gênez pas pour la liker, vous abonner à la chaîne, interagir avec nous dans les commentaires. Dites-nous ce que vous avez pensé de la Série mondiale si vous l'avez écouté et dites-nous quelles sont vos prédictions pour la Série mondiale de 2021. Est-ce que les Dodgers, selon vous, sont encore une équipe qui pourrait se sauver avec le titre à la fin de l'année? Est-ce que les Rays vont encore participer à la Série mondiale en 2021? Vous pouvez écrire ça dans les commentaires, ça va nous faire plaisir. Et puis on va se revoir dans une prochaine vidéo. Donc merci beaucoup et au revoir.